Messieurs, coup de théâtre sur le mercato du FC Barcelone, alors que le nom d'Alvarez monopolise l'actualité depuis plusieurs semaines. Fabrizio Romano annonce que le Barça a transmis une offre officielle à Dortmund pour Karim Adeyemi. Messieurs, le club catalan est-il en train de changer de stratégie sur le marché des transferts? Non, je ne pense pas que le Barça change de stratégie. Je pense plutôt qu'ils deviennent beaucoup plus intelligents dans leur manière de gérer leur mercato. Parce que pendant longtemps, le Barça s'est enfermé dans un seul dossier à la fois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et Deco travaille sur plusieurs pistes en parallèle afin d'éviter de se retrouver bloqué si une négociation venait à s'enliser. Et puis, il faut reconnaître une chose, Karim Adeyemi arrive un peu par surprise. Et honnêtement, peu de monde avait vu son nom venir. Et depuis des semaines, toute l'actualité tourne autour de Julián Alvarez. Ça prouve que les dirigeants travaillaient dans une certaine discrétion et qu'ils préparaient plusieurs scénarios en même temps. Et ce dossier est un peu une opportunité de marché, il faut le dire. Et l'élément qui me plaît énormément chez lui, c'est sa polyvalence. Il peut évoluer sur les ailes, mais aussi dépanner dans l'axe. Aujourd'hui, un entraîneur comme Hansi Flick recherche justement ce type de joueur capable d'occuper plusieurs postes avec une saison qui s'annonce très longue. Disposer d'un attaquant aussi flexible permettrait de faire souffler Lamine Yamal et d'offrir une solution en pointe lorsque l'équipe en a besoin. Et j'ai aussi le sentiment que ce profil correspond parfaitement aux exigences de Flick. On connaît son football, beaucoup d'intensité, des appels dans la profondeur, un pressing constant et des transitions rapides. Adeyemi possède précisément ces qualités. Ce n'est donc pas une piste qui sort de nulle part, c'est un joueur qui répond à une véritable idée de jeu. Messieurs, le dossier Julián Alvarez entre dans sa phase décisive. Le Barça attend la fin de la Coupe du Monde pour passer à l'offensive, mais l'Atlético Madrid reste très gourmand. Messieurs, le club catalan doit-il vraiment augmenter son offre pour espérer recruter l'attaquant argentin? Moi, je pense que non, et je pense que non. Je dirais même que ce serait une erreur de céder à la pression. Parce que le Barça a déjà montré qu'il voulait Alvarez. Les dirigeants multiplient les discussions depuis plusieurs semaines et personne ne doute que l'Argentin est la priorité de Flick. Mais justement, lorsque le vendeur sait que vous voulez absolument un joueur, il essaie toujours d'obtenir davantage. Et ce qui me frappe surtout, c'est que le temps joue en faveur du Barça. Aujourd'hui, toute l'attention est tournée vers la Coupe du Monde. Les négociations sont pratiquement à l'arrêt et tout le monde attend la fin de la compétition. Cela laisse aux dirigeants du Barça le temps d'analyser la situation, de préparer leur stratégie et surtout de ne pas agir dans la précipitation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Atlético cherche à tester les limites du Barça. Les dirigeants madrilènes savent parfaitement qu'Alvarez est le grand objectif de ce mercato. Ils vont donc essayer d'obtenir le montant le plus élevé. Et c'est une position logique dans une négociation. Mais cela ne veut pas dire que le Barça doit accepter toutes les conditions. Maintenant, il faudra tout de même faire un effort. Parce qu'il ne faut pas oublier une réalité. Alvarez est l'un des attaquants les plus convoités d'Europe. Et si le Barça veut réellement le recruter, il devra probablement améliorer son offre initiale. Et en revanche, il y a une énorme différence entre faire un effort raisonnable et surpayer un joueur. Et c'est précisément là que Laporta et Deco sont attendus. Alvarez est le grand rêve du Barça. Mais messieurs, une question revient de plus en plus chez les observateurs. Un attaquant aussi complet justifie-t-il vraiment un investissement aussi colossal? Est-ce que l'Argentin garantit suffisamment de buts pour valoir un tel effort financier? Je vais peut-être surprendre certains, mais non. Pour moi, Alvarez ne garantit pas 40 ou 50 buts par saison, et ce n'est absolument pas une critique. Et c'est simplement parce que ce n'est pas son profil. On parle d'un attaquant extraordinaire dans le jeu, capable de presser, de créer des espaces et de participer à la construction et de faire énormément de choses pour son équipe, mais c'est pas ce qu'on appelle un pur neuf obsédé par le but. Et beaucoup le comparent inconsciemment à Lewandowski. Alors, ce sont deux profils complètement différents. Et Lewandowski vivait presque exclusivement dans la surface des réparations. Et son obsession s'était marquée. Alvarez lui décroche beaucoup au plus. Il participe au jeu. Il n'hésite pas à laisser les espaces à ses partenaires. Et son influence va bien au-delà des statistiques. Maintenant, c'est justement là que le débat devient intéressant.
parce que lorsqu'on investit en plus de 100 millions d'euros sur un attaquant, on attend généralement un joueur capable de lui garantir un très grand nombre de buts chaque saison. Et c'est là que je me pose des questions. Je ne suis pas certain que Alvarez soit ce type de joueur. Attention, cela ne signifie pas qu'il ferait moins progresser le Barça. Au contraire, il apporterait énormément par son intelligence de jeu, son activité et sa capacité à rendre les autres meilleurs. Mais si certains imaginent qu'il remplacera Lewandowski en inscrivant systématiquement 40 ou 50 buts par saison, je pense qu'il risque d'être déçu. Et c'est précisément pour cela que Flick devra construire son attaque différemment. Et avec Alvarez, les responsabilités offensives seraient davantage partagées. Et les buts devraient venir aussi des ailiers, des milieux offensifs et des latéraux. Ce serait une animation beaucoup plus collective que centrée sur un seul buteur. Messieurs, si Julián Alvarez ne convainc pas tout le monde, un autre nom revient régulièrement dans les débats, celui de Lautaro Martinez. Est-ce que le capitaine de l'Inter Milan serait finalement un meilleur numéro 9 que Julián Alvarez ? Aujourd'hui, si je cherche un pur numéro 9, je prends Lautaro Martinez avant Julián Alvarez. Et attention, cela ne veut pas dire que Lautaro est meilleur joueur dans l'absolu. Je parle uniquement de profil recherché par le Barça et pour succéder à Lewandowski. Et sur ce point-là, je trouve que Lautaro coche davantage de cases. Et ce qui me frappe surtout, c'est sa présence dans la surface. Lautaro vit pour marquer, il est constamment entre les défenseurs, il sent les seconds ballons, il attaque le premier poteau et il possède un vrai instinct de buteur. Et ce sont des qualités que l'on retrouve chez les plus grands neufs. À l'inverse, Alvarez aime beaucoup sortir de sa zone, il décroche, il participe au jeu, presse énormément et offre une grande liberté à ses partenaires. C'est une richesse tactique incroyable, mais cela l'éloigne aussi parfois des zones où un avant-centre doit être décisif. Et c'est pour cette raison que je considère son profil très différent. Et quand on analyse un peu les derniers matchs avec l'Argentine, après l'entrée de Lautaro Martinez, on a immédiatement senti une autre présence offensive. Et dès les premiers centres, il occupait la surface, il pesait physiquement et sur les défenseurs et donnait un véritable point d'appui à son équipe. Et c'est exactement ce que beaucoup attendent du numéro 9. Mais je sais très bien que ce débat reste théorique, parce que Lautaro est quasiment intransférable aujourd'hui. L'Inter n'a aucune raison de le vendre et le Barça semble pas travailler sur ce dossier. Mais si l'on parle uniquement de profil, je pense sincèrement qu'il correspond davantage à ce que recherche traditionnellement un grand club comme le Barça. Un autre nom revient régulièrement lorsqu'on évoque la succession de Lewandowski. Harry Kane reste une référence mondiale à son poste, même s'il semble bien parti pour poursuivre son aventure au Bayern. Messieurs, est-il finalement le profil parfait pour le FC Barcelone ? Je pense que oui, et je vais même aller plus loin. Si Harry Kane était réellement disponible, ce serait ma priorité absolue. Parce que pour moi, il réunit exactement tout ce qu'on recherche un grand club comme le Barça. Il marque énormément, il participe au jeu, il décroche quand il le faut, il fait jouer ses partenaires, il possède une intelligence tactique exceptionnelle. Des attaquants aussi complets, il n'en existe presque plus aujourd'hui. Peu importe le championnat, peu importe le contexte, il finit toujours par empiler des buts saison après saison. Et il garantit des statistiques impressionnantes. Et dans le football actuel, trouver un joueur capable de vous assurer 40 buts par saison est devenu extrêmement rare. Et j'ai aussi l'impression qu'il aurait parfaitement correspondu au football dans ses flics, parce qu'il n'est pas uniquement un finisseur, c'est un joueur capable de venir entre les lignes et de servir ses ailiers, d'attirer les défenseurs et de libérer l'espace. Et avec des joueurs comme Yamal, Rafinha ou encore Olmo autour de lui, je suis convaincu qu'il aurait fait énormément de dégâts. Maintenant, il faut aussi regarder la réalité. Harry Kane se sent très bien au Bayern et tout indique qu'il va prolonger son aventure en Allemagne. Et autrement dit, ce dossier n'existe pratiquement pas pour le Barça et c'est davantage un regret qu'une véritable possibilité de mercato. Et c'est justement pour cela que le club se retrouve dans une situation compliquée, parce que des attaquants de ce niveau-là et avec ce profil de pur neuf capable de garantir un très grand nombre de buts par saison, il y en a presque plus sur le marché.
Derrière les pistes Alvarez ou encore Harry Kane, une autre question se pose désormais, messieurs. Le Barça dispose-t-il encore aujourd'hui de véritables alternatives crédibles au poste de numéro 9, où le marché est-il devenu beaucoup trop limité pour un club de ce niveau ? Aujourd'hui, c'est le plus gros problème du Barça, parce qu'on parle beaucoup d'Alvarez, d'Harry Kane ou encore de quelques jeunes talents. Mais lorsqu'on regarde réellement sur le marché, on se rend compte qu'il existe très peu d'attaquants capables de devenir le numéro 9 titulaire du FC Barcelone. Et ce qui frappe surtout, c'est la pénurie de profils. Il y a énormément d'excellents attaquants, mais très peu de véritables numéro 9 aujourd'hui. Et beaucoup préfèrent décrocher et participer au jeu et évoluer autour d'un autre avant-centre. Les grands finisseurs capables de vivre dans la surface deviennent de plus en plus rares, et c'est précisément ce qui explique l'obsession du Barça pour Alvarez. Et même si son profil ne ressemble pas totalement à celui de Lewandowski, les dirigeants savent qu'ils n'ont pas 50 autres solutions crédibles sur le marché. Et voilà pourquoi ils insistent autant sur ce dossier depuis plusieurs mois. J'ai aussi l'impression que cette situation pousse les clubs à faire des compromis. Et autrefois, un entraîneur pouvait choisir entre plusieurs profils de très haut niveau. Aujourd'hui, il doit souvent adapter son projet aux joueurs réellement disponibles. Et c'est probablement ce qu'Hansi Flick est en train de faire. Maintenant, regardons les autres options. Harry Kane semble inaccessible. Lautaro est quasiment impossible à déloger à l'Inter. Et Osimhen reste extrêmement cher. Et les autres profils sont soit encore trop jeunes, soit ils n'offrent pas suffisamment de garanties pour porter l'attaque d'un club comme le Barça pendant plusieurs saisons. Et c'est là que le Barça doit faire preuve d'intelligence. Et plutôt que de recruter un joueur simplement parce qu'il est disponible, le club doit être certain qu'il correspond réellement à son projet sportif. Un mauvais choix se pose pourrait coûter très cher, aussi bien financièrement et que sportivement. Et je pense que le véritable problème n'est pas que le Barça manque d'idées. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que le football manque aujourd'hui de grands numéros 9. Les profils sont capables de marquer 40 buts par saison tout en portant une attaque et se comptent aujourd'hui presque sur les doigts d'une main. Et c'est précisément pour cette raison que chaque grand attaquant disponible devient aujourd'hui un dossier aussi compliqué. Messieurs, les prix des attaquants explosent depuis plusieurs saisons entre Julian Alvarez, Harry Kane ou encore les autres grands noms du marché. Les montants atteignent désormais des sommets. Est-ce que le mercato des numéros 9 est-il devenu complètement déraisonnable ? Le marché est devenu complètement fou, il faut le dire. Et parce qu'il y a quelques années, dépenser 80 millions d'euros sur un attaquant paraissait déjà énorme. Aujourd'hui, on parle presque naturellement de 120, 130, voire 150 millions d'euros. On a l'impression que ces chiffres sont devenus normaux alors qu'ils restent totalement exceptionnels. Et ce qui me frappe surtout, c'est qu'il y a une différence entre les prix et la valeur réelle du joueur. Le prix dépend du marché, de la concurrence et des clubs intéressés, ou encore de la durée de son contrat. Alors que la valeur sportive, elle est tout autre. Et j'ai parfois le sentiment que ces deux notions sont complètement mélangées aujourd'hui. Et prenons l'exemple de Julian Alvarez, je comprends parfaitement pourquoi son prix est aussi élevé. Le Barça le veut. Et d'autres grands clubs le suivent, et l'Atlético n'a aucune envie de le vendre. Dans ces conditions, le club madrilène est en position de force. Mais cela ne signifie pas automatiquement que le joueur vaut 120 ou 150 millions d'euros sur le plan sportif. J'ai l'impression que le marché anglais a complètement changé les règles. Et aujourd'hui, les clubs de première ligue sont capables de dépenser des sommes gigantesques sur des joueurs qui n'ont parfois réalisé qu'une seule grande saison. Et forcément, tous les autres clubs s'alignent ensuite sur ces nouveaux tarifs. Et résultat, les prix s'envolent partout en Europe. Maintenant, le Barça doit faire attention. Parce que lorsqu'un marché devient irrationnel, le plus grand danger est de vouloir suivre le mouvement. Et aujourd'hui, le club n'a plus les moyens financiers d'autrefois. Et chaque euro investi doit être réfléchi. Le club ne peut pas se permettre de payer simplement parce que tout le monde paie. Et je pense que le vrai défi de Deco et Laporta ne serait pas seulement de recruter un grand numéro 9. Le plus difficile serait de réussir à trouver le juste équilibre entre la qualité du joueur et le montant du transfert. Messieurs, une autre piste commence à faire parler en Europe. Le nom de Kropi circule de plus en plus parmi les jeunes attaquants les plus prometteurs du moment, au point d'être évoqué du côté du Barça. Peut-il réellement représenter une alternative crédible
à Julián Alvarez? Ouais, je pense que non, et pas tout de suite. Et je tiens à préciser une chose, ce n'est pas parce que je doute de son talent, au contraire, Kroupi possède un énorme potentiel, mais aujourd'hui le Barça cherche un joueur capable d'être immédiatement décisif, pas un attaquant qu'il faudra encore développer pendant plusieurs saisons. Et ce qui me frappe surtout, c'est l'écart d'expérience entre les deux joueurs. D'un côté, Julián Alvarez a déjà connu les très grands rendez-vous. Il a joué sous d'énormes pressions, remporté des trophées majeurs et a prouvé qu'il pouvait répondre présent au plus haut niveau. Et Kroupi, lui, il est encore au début de sa carrière. Il découvre progressivement le très haut niveau. Et il a encore énormément de choses à apprendre. Et j'ai aussi l'impression que certains veulent aller beaucoup trop vite. Dès qu'un jeune attaquant réalise quelques bons matchs, on parle immédiatement de transfert à 80-100 millions d'euros. Et franchement, je trouve que le football moderne brûle parfois les étapes. Et tous les grands talents n'ont pas besoin d'être propulsés immédiatement dans un grand club comme le Barça. Maintenant, cela ne veut pas dire que le club ne doit pas suivre son évolution, au contraire. Et si Kroupi continue de progresser au même rythme, il pourra peut-être devenir l'un des meilleurs attaquants européens dans quelques années. Mais aujourd'hui, lui confier les clés de l'attaque du Barça me semblerait beaucoup trop prématuré. Et je pense que c'est précisément la différence avec Alvarez. Et si le club devrait choisir entre les deux profils aujourd'hui, et je n'aurais absolument aucune hésitation à choisir Alvarez. Alvarez reste largement devant et Kroupi possède un avenir très prometteur, mais il a encore besoin de temps et d'expérience et de continuité avant d'être considéré comme le futur numéro 9 d'un club aussi exigeant que le FC Barcelone. Avant de conclure, prenons un peu de recul. Entre l'explosion des prix sur le marché et la volonté du Barça de préparer l'avenir, messieurs, est-ce que le club doit changer sa manière de recruter pour rester compétitif? Le Barça a aujourd'hui raison de refuser de surpayer les joueurs. Et pendant longtemps, le club a eu tendance à céder à la folie du marché. Et dès qu'un joueur était considéré comme prioritaire, le club finissait souvent par accepter des montants complètement démesurés. Aujourd'hui, cette époque est terminée. Et on parle de 120 ou 150 millions d'euros comme si c'était devenu normal. Et pourtant, un prix aussi élevé ne garantit absolument pas qu'un joueur réussira. L'histoire récente du football est remplie de transferts records qui se sont révélés être des déceptions. Et j'ai aussi l'impression que Laporta et Deco ont compris cette leçon. Ils savent que le Barça ne peut plus suivre cette course à l'inflation. Oui, il faut recruter des grands joueurs, et oui, il faut parfois faire des efforts financiers, mais il existe une limite que le club ne doit jamais dépasser, et même si c'est pour un joueur aussi talentueux que Julián Alvarez. Et c'est précisément pour cette nouvelle philosophie qui me plaît chez le Barça. Et parce qu'au lieu de céder à la pression, le club aujourd'hui semble vouloir construire un projet durable. Et si un club réclame un montant jugé excessif, le Barça doit être capable de dire non et de chercher une autre solution. Et c'est parfois frustrant pour les supporters, je peux comprendre, mais c'est souvent la meilleure décision à long terme. Je pense que cette nouvelle stratégie peut même avoir des conséquences très intéressantes. Et si le Barça refuse d'entrer dans cette surenchère permanente, il devra forcément regarder davantage vers son propre centre de formation. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable richesse du club. Tout ça me fait penser à Hamza Abdelkarim. On parle d'un jeune attaquant qui va effectuer la pré-saison avec l'équipe première et qui semble avoir convaincu Flick. Et ce n'est peut-être pas un hasard si le club croit autant en lui, c'est qu'il voit probablement un potentiel intéressant à développer. Mais il faudra éviter de reproduire les mêmes erreurs du passé. On a déjà vu plusieurs jeunes monter avec les professionnels pour finalement passer une saison entière sur le banc. Et à cet âge-là, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Un jeune attaquant a besoin d'enchaîner les matchs, de faire des erreurs et d'apprendre et surtout de prendre en confiance. Maintenant, je comprends aussi la position d'Hansi Flick. Et si Hamza réalise une excellente pré-saison, il est logique de vouloir le tester au plus haut niveau. Mais intégrer un jeune au groupe professionnel ne signifie pas forcément lui offrir un véritable temps de jeu. Et c'est là que le Barça devra prendre une décision importante. Parce que si Alvarez arrive et Ferran Torres reste, les minutes vont devenir extrêmement rares et pour un jeune avant-centre. Et au fond, je pense que le Barça ne doit pas simplement se demander si Hamza est prêt à l'équipe première. La vraie question est de savoir est-ce que le meilleur pour sa progression, est-ce que c'est le meilleur pour sa progression? Il vaut parfois mieux jouer 30 matchs dans un petit championnat que de passer la saison entière à regarder les autres depuis le banc. Et c'est justement pour cette raison que
que si j'étais à la place des dirigeants, je réfléchirais très sérieusement à un prêt. Parce qu'un joueur comme Hamza Abdelkarim ne progressera pas en restant 10 mois sur le banc. À son âge, le temps de jeu est plus important que le prestige. Et ce dont il a besoin aujourd'hui, ce sont des matchs, des responsabilités, de la continuité. Et le Barça dispose déjà de nombreux joueurs devant. Et entre Ferran Torres et une véritable arrivée d'Alvarez, la concurrence serait immense. Même avec une bonne pré-saison, Hamza partirait très loin dans la hiérarchie. Et honnêtement, je vois mal comment il pourrait accumuler suffisamment de minutes pour poursuivre sa progression. Maintenant, un prêt ne veut pas dire que le Barça ne croit pas en lui. Au contraire, cela signifie simplement que le club souhaite le voir grandir dans un environnement où il pourra jouer chaque semaine. Et beaucoup de grands joueurs sont passés par cette étape avant de revenir beaucoup plus forts. Et au fond, je pense que le meilleur scénario serait très clair. Si Hamza estime, si le Barça flic plutôt estime qu'Hamza peut réellement intégrer la rotation et jouer régulièrement, alors il va rester. En revanche, s'il est destiné à passer la saison sur le banc, il faudra avoir le courage de le prêter. Parce qu'un jeune attaquant ne progresse pas en regardant les autres jouer, il progresse plutôt en vivant les matchs, en apprenant de ses erreurs et en prenant confiance semaine après semaine. Et si le Barça veut réellement faire de lui un grand joueur, c'est probablement cette décision qui servira le mieux ses intérêts comme ceux du club.